Félix Tshisekedi, il vous amène à un autre programme. Ce fameux programme des 145 territoires a un caractère criminel et cela mettra en mal l'avenir de toute une nation. D'après l'esprit de la Constitution, un administrateur du territoire est gestionnaire d'une entité déconcentrée. Et au regard des dispositions pertinentes de la Constitution, il n'a pas le pouvoir ou sinon la capacité d'initier de programmes de développement. M. Félix Tshisekedi vous présente un programme qui viole votre propre constitution, qui viole les lois précitées. Et les gens préfèrent l'applaudir. En quoi cela peut-il être donner l'impulsion du développement à la base? Qui ne sait pas qu'on ne développe pas un peuple? On aide un peuple à se développer. Et fort malheureusement, les provinces ne sont pas réellement impliquées. Est-ce une innovation ou une violation flagrante de la Constitution? Qui a donné à M. Félix Tshisekedi le pouvoir de décider en lieu et place du Constituant? Qui? Nous assistons fort malheureusement à un état délinquant. C'est ce qui ne donne pas la chance à notre société de se reconstruire. L'histoire du Congo a été tronquée. Kasavubu, c'est un grand homme. Quelqu'un qui a eu à sacrifier sa jeunesse. Et il n'était pas seul, ils sont nombreux. Le tout premier président de la République qui a été élu au suffrage universel direct, c'était Papa Kasavubu. Et très souvent, lorsque nous disons que Joseph Kabila est le premier président à être élu de manière démocratique, si cela a été réellement le cas, c'est tronquer l'histoire parce que le tout premier président était effectivement un président élu. La République démocratique est née démocratique. Aujourd'hui, au Congo, nous avons certaines personnes qui sont poursuivies par la justice, justement parce qu'on considère qu'ils ont attenté à la vie de la personne du président de la République. C'est justement parce que c'est dans le même contexte que ce qui s'était fait en 1966 et c'est ce que nous fustigeons. Vous arrêtez un conseiller spécial sur des questions sécuritaires de la personne du président de la République pour un dossier assez précis. Fort malheureusement, on change de dossier et au moment où nous parlons, il y a une dame, colonel Lili, qui est aujourd'hui en prison. Dans ces sites-là, on a trouvé un sous-siat dans la concession de la femme de M. François Béa. Devons-nous prendre au sérieux cette réalité? Il y a un problème, un dessous des cartes, que ça n'a rien à voir avec la question sécuritaire, c'est un problème de conflit d'intérêts. Nous craignons que nous retombions dans la même situation de 1966. On a accusé Kimba, Bamba, Mahamba, Nani des tentatives de coup d'État. Ils ont été pendus. La personne qui avait signé le premier acte, c'était M. Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, nous avons M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est président de la République. Nous craignons que l'histoire se répète. On doit éviter de sacrifier les techniciens justement pour plaire aux humeurs politiques. Quand la justice n'intervient plus pour apporter la paix sociale, mais plutôt pour troubler la quiétude et compromettre le vivre ensemble collectif des citoyens, là, ça devient un problème. De présenter mes vifs remerciements aux partis politiques Les Vonoué Bâtissons, les BAT en abrégé, pour l'organisation de cette conférence, mais aussi et surtout pour la confiance m'accordée, envie de parler à long et à large du terme choisi et qui va de l'intérêt de notre pays, la République démocratique du Congo. Au regard du thème choisi qui s'intitule Justice, paix et travail à l'épreuve de la mauvaise gouvernance, je vais m'appesantir sur l'aspect sociologique autour du sous-thème l'impératif de la normalisation comportementale, gage de la stabilité sociétale. Mon exposé va s'articuler autour de 3 principaux points, dont la définition des concepts clés, les différentes sortes de normes sociales et leur parallélisme, et enfin, je veux également parler de leur importance sur la stabilité sociétale
et sur la qualité de la gouvernance. En commençant par les premiers points qui s'intitulent sur la définition des concepts, nous allons ici clarifier les concepts ci-après. Il y a les concepts des normes, le comportement ainsi que la stabilité sociale. Sociologiquement parlant, quand on parle de la norme, ici on sous-entend un ensemble de règles qui régissent les conduites des acteurs sociaux. Autrement dit, ce sont de véritables codes moraux et collectifs qui spécifient la conduite à tenir dans telle ou telle autre circonstance. Mais comme notion pluridimensionnelle, il y a un sociologue au nom d'Étienne. Lui a défini la norme comme des modèles de conduite qui orientent le comportement des hommes en société. Et cette définition, clarifiée par cet auteur au nom d'Étienne, nous permet directement d'aborder le deuxième concept qui est celui de comportement. S'agissant du comportement, ce dernier n'est rien d'autre que l'attitude que l'on attend d'une personne au sein de la société, et c'est tout ce qui relève de notre manière de faire, d'agir et de réagir et qui définit notre personnalité. Ici, on met beaucoup plus l'accent sur la personnalité et qui englobe même la probité morale. En ce qui concerne le troisième concept, qui est celui de stabilité sociétale, tout d'abord, il faut retenir que est sociétal tout ce qui est en rapport avec la société. Et la stabilité sociétale consiste donc à maintenir la société en équilibre et en favorisant une coexistence harmonieuse. Je m'en vais directement au deuxième point qui est celui qui va se consacrer sur les sortes de normes. Comme nous l'avons dit précédemment, les normes constituent des garde-fous sans lesquels la société se transformerait en jungle. Ainsi, il existe deux sortes de normes. Il y a les normes dites sociales et il y a les normes juridiques. Parlant des normes sociales, nous devons retenir que celles-ci relèvent des mœurs et des coutumes et sont intériorisées par les individus par les biais de la socialisation. Elles ne sont pas codifiées et constituent donc l'œuvre de la société véhiculée par les personnes âgées, tandis que les normes juridiques constituent un ensemble de règles élaborées et formalisées selon la procédure et qui obéissent à une publication écrite. Il y a donc une nuance entre les deux, mais cette nuance n'est pas du tout poreuse. La différence qui découle de ces deux normes, c'est que les premières appellent à des sanctions comme la réprobation, le ricanement, la mise en quarantaine ou en marge de la société, alors que les deuxièmes, c'est-à-dire les normes juridiques, sont celles qui font appel à des sanctions édictées par la loi. Il peut s'agir par exemple de la prison. De cette différence, il faut noter que tout celui qui enfreint la norme sociale est un déviant, tandis que celui qui enfreint la norme juridique est appelé délinquant. Un sociologue et philosophe au nom de Lalande distingue deux éléments importants dans la norme. Il parle de l'impératif, mais aussi il parle de l'appréciatif. En parlant du premier concept, c'est-à-dire l'impératif, ce premier fixe ce qu'il faut faire et ne pas faire, alors que le deuxième, c'est-à-dire le concept de l'appréciatif, spécifie ce qu'il est bien de faire ou mal de ne pas faire. Et cette notion relève surtout des valeurs qui renvoient à la morale. En clair, l'impératif donne un caractère obligatoire à la norme ou à la loi. Mais en République démocratique du Congo, par exemple, on fait fi à l'impératif, en même temps à l'appréciatif. Cette situation devient une anomie et ça dénote un signe de la mauvaise gouvernance. Nous avons plusieurs textes qui nous régissent, dont la Constitution en est la loi fondamentale. Mais comment parvenir à assurer une stabilité sociétale à partir du moment où nous avons une Constitution à la carte
j'insiste bien la Constitution à la carte, où le respect de ces dispositions dépend des humeurs des personnes. On se pose alors la question, mais où est finalement le caractère coercitif ou contraignant de la loi? Il suffit juste de voir comment se comporte la classe dirigeante et la classe dirigée pour comprendre qu'effectivement, il y a un problème. Et si vous vous comportez à l'antipode de la Constitution, vous initiez des projets ou des programmes qui énervent les textes et qui n'ont aucun soubassement sociologique, vous êtes indélinquant. Et en République démocratique du Congo, nous assistons fort malheureusement à un état délinquant et déviant, et c'est ce qui ne donne pas la chance à notre société de se reconstruire et d'atteindre ses objectifs constitutionnels, c'est de bâtir au cœur de l'Afrique un véritable état de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Quant au troisième point qui s'articule autour de l'importance des normes sociales et juridiques sur la stabilité sociétale et la bonne gouvernance, et comme nous l'avons dit précédemment, une société dans laquelle la norme n'est pas respectée, cette société-là est confondue à une jungle où c'est la loi du plus fort qui règne. Et au regard de la situation vécue, la République démocratique du Congo n'échappe pas à cette désastreuse et triste réalité, car les records dans multiples violations des lois, et cela au regard impuissant de la justice, censée assurer le caractère coercitif de la norme ou de la loi. L'importance des normes sociales et juridiques, c'est qu'elles constituent de vrais piliers de la bonne gouvernance et permettent donc à la société de ne pas vivre la déperdition. Le développement d'un pays commence essentiellement par le respect des prescrits de la loi et le respect des valeurs sociétales. Et nous pensons que pour assurer la stabilité sociétale en République démocratique du Congo, il est donc impérieux d'insister sur la socialisation politique, en mettant beaucoup plus l'accent sur le caractère impératif ou coercitif de la norme. À ce jour, le constat fait état d'une classe politique irresponsable et sans probité morale qui se démarque dans la voyoucratie, l'égoïsme, la mégestion, le détournement et tout ce qui va avec. Mesdames et messieurs, distingués invités et chers membres de la presse, comme le thème de ce jour porte sur la justice, la paix et le travail à l'épreuve de la bonne gouvernance, notons que la bonne gouvernance passe aussi par la qualité de l'élite dirigeante, capable de mettre en place un État pro. Quand je parle d'un État pro, c'est-à-dire un État programmateur, un État protecteur et un État producteur. Parlant de l'État protecteur, ici on fait allusion à la protection des personnes et de leurs biens. Et parlant d'un État qui est dit un État programmateur, c'est un État qui met en place autour de sa vision une programmation en termes de gouvernance. Et dans les notions managériales, on ne peut parler de la programmation que lorsqu'il y a une vision qui s'installe, laquelle vision consiste à pousser le pays vers son développement global. Et l'État producteur, c'est cet État-là qui obéit au principe de la production locale. Et l'économie de la République démocratique du Congo, en ce jour, est jugée une économie extravertie parce qu'on ne produit pas localement. Fort malheureusement, on consomme ce qu'on ne produit pas et on produit ce qu'on ne consomme pas. Tout ceci consiste les éléments de la mauvaise gouvernance. Mesdames et messieurs, parler de l'état de droit, c'est garantir une justice juste pour tous. La République démocratique du Congo n'est pas née aujourd'hui. En 1960, nous avons connu
des élites qui se sont battues pour la stabilité et la cohésion sociale de ce pays et qui ont été sauvagement liquidés pour l'amour qu'ils avaient pour ce pays. Et pour les biens de ce pays, ils ont accepté de sacrifier leur vie. Cette période a été caractérisée par la chasse aux nationalistes lumumbistes, avec comme conséquence la perte en vies humaines des 10 compatriotes, dont Lumumba et tous ses collaborateurs victimes d'un État assassin de l'époque. Mesdames et messieurs et distingués invités et chers membres de la presse, pour ne pas beaucoup entrer en détail, je vais laisser la latitude à M. Alain Bolodjoa, à sa prise de parole, de pouvoir étoffer cette problématique, car il s'agit là des martyrs de l'indépendance qui méritent notre respect et qui méritent honneur et qui doivent tous être élevés au titre des héros nationaux. Il s'agit des personnes ci-après. Emery Patrice Lumumba, qui est déjà notre héros national. Il y a aussi Maurice Mpolo, Joseph Okito, Jean-Pierre Finat, Christophe Muzungu, Pierre Elengesa, Camille Yangara, Emmanuel Zouzi, Joseph Mbouyi et Jacques Fataki. Ce sont là 10 personnes qui ont été victimes d'un État assassin dans les années 1960 lors de l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est donc qu'en ce jour, nous avons voulu corriger l'histoire, parce que l'histoire nous dit que dans les années 60 ou les années 1961, Emery Patrice Lumumba, qui est notre héros national, a été assassiné accompagné de 2 compatriotes dont nous avons cité Maurice Mpolo et Joseph Okito. Alors que ce n'étaient pas des personnes autour de lui, il y avait 10 personnes qui entouraient Emery Patrice Lumumba, 9 personnes, et toutes ces personnes-là ont été tuées et ont été sauvagement massacrées dans les années 1961. Donc c'est ici le temps de rétablir la vérité, afin que toutes ces personnes qui ont été victimes de l'état de droit soient également élevées en qualité de héros nationaux. Par cette note que je clôture mon exposé de ce jour, et je vous remercie. En tout cas, merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation, mais aussi à féliciter notre frère Samson. Mon propos, ou sinon pour cette partie, je voudrais être plus politique. Je considère que l'histoire du Congo a été tronquée. Parce que déjà au départ, on nous a présenté Lumumba comme le seul père de l'indépendance, alors qu'il y avait plusieurs autres qui ont eu à intervenir dans ces combats. Voyez-vous? Et très souvent, on semble négliger l'apport de ces derniers, alors qu'ils ont eu effectivement à se sacrifier pour que nous atteignions cet objectif. Kasavubu, c'est un grand homme. Quelqu'un qui a eu à sacrifier sa jeunesse et à participer dans la lutte. Et il n'était pas seul, ils sont nombreux, tous ceux qui se sont battus. Et nous avons pu accéder à l'indépendance, qui n'était pas un cadeau, c'était la suite logique d'un combat que nos pères ont eu à mener. Et la Belgique, ou sinon le 14 puissances, n'avait pas d'autre choix que de prendre note de notre indépendance, parce que sur le plan mental, nous étions déjà indépendants. Ce qui nous restait, c'était juste avoir un texte. Et on nous dit qu'il y aurait un acte de l'indépendance, bien que dans
malheureusement, aucun historien nous a démontré qu'il a eu à voir ces documents, mais du moins, nous savons qu'il y avait, au sorti de la table ronde, un acte qui a été pris. Et au lendemain de notre accession à l'indépendance, nous avons eu beaucoup de faits ou des actes, ou sinon des événements politiques qui ont mis en mal le fonctionnement de l'État. Nous comprenons la plupart, ou sinon la quasi-majorité des pères de l'indépendance étaient des autodidactes et ils n'avaient pas de référentiel en termes de gestion. Le tout premier président de la République, qui a été élu au suffrage universel direct, c'était Papa Kasavubu. Et très souvent, lorsque nous disons que Joseph Kabila est le premier président à être élu de manière démocratique, si cela a été réellement le cas, c'est tronquer l'histoire, parce que le tout premier président était effectivement un président élu, au regard des dispositions pertinentes de la loi fondamentale. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que la République démocratique est née démocratique. C'est-à-dire que ce n'était pas comme un Richard pauvre, c'était effectivement un pays démocratique où vous avez des institutions issues de la volonté exprimée dans les urnes, et ce qui sous-entend que nous étions effectivement un pays démocratique. Il y avait une pluralité de partis politiques, et ceux-ci ont permis, n'est-ce pas, à encadrer, mais aussi à former leurs militants. Fort malheureusement, les appétits gloutons de la classe politique de l'époque nous ont amenés à un cycle vicieux de déstabilisation. Comme l'a dit notre camarade Samson, citer Emery Patrice Lumumba, Maurice Mpolo, Joseph Okito, comme le martyr, comme des gens qui ont été sacrifiés, nous disons oui, effectivement. Mais il y avait aussi d'autres personnes qui ont été oubliées. Parce que dans le courant ou dans les événements qui ont suivi la crise institutionnelle et politique, il y avait 10 personnes qui étaient arrêtées, et je crois que notre ami a cité leur nom. On a semblé oublier les 7 autres. Dans leur arrestation, ils ont été scindés en 2 parties. La première partie, ceux qui étaient envoyés dans le Katanga, et la deuxième partie à Bakwanga. Vous serez peut-être appelés à nous poser la question, qu'est-ce qui s'était passé réellement? Nous pouvons ici prendre le risque de vous dire qu'il y avait effectivement conflit entre le gouvernement de l'époque et les 2 tendances, c'est-à-dire les sécessionnistes, le Katanga et les Kasaï. Mais ce qui est surprenant, pour ce dossier des militants de la démocratie de l'époque, on a senti qu'effectivement, il y avait une volonté manifeste de travailler en synergie. Le gouvernement de l'époque, qui avait pratiquement mis la main sur toutes ces personnalités, a eu à travailler en synergie avec les sécessionnistes. Une partie, les 3 personnalités citées, ont été envoyées dans le Katanga. Tous ont été assassinés. Les 7 autres qui étaient envoyés dans le Bakwanga, tous ont été assassinés. Ce qui veut dire qu'il y avait quelque chose qui allait au-delà de ce qui était formel. C'est-à-dire que ce n'était pas les dirigeants de l'époque qui décidaient sur qui doit vivre ou qui doit mourir. C'était les forces étrangères. Si vous allez au-delà de ça, nous avons appris qu'il y a certaines personnalités politiques, que ce soit du Katanga, que ce soit du Kasaï, qui étaient coordonnées par les services de renseignement extérieurs, qui ont participé dans une large mesure sur la situation de l'assassinat de ces 10 personnalités. Et donc, ce qui sous-entend que l'État congolais était complice dans l'assassinat, et fort malheureusement, il y avait la Belgique, il y avait les États-Unis et leurs services.
Et on a eu à tuer comme ça 10 compatriotes, justement parce qu'ils n'avaient pas obtempéré à l'aliénation ou sinon au néocolonialisme tel que nous l'imposait par la Belgique, les États-Unis et les autres centres d'intérêt. Pour rétablir l'histoire, nous voulons assez que dans nos esprits, que nous retenions qu'effectivement, Lumumba n'était pas seul. C'est vrai que c'était lui qui était le leader, parce que dans la plupart des cas, tous ceux qui ont été tués justement parce qu'ils appartenaient à un parti politique, le MNC. Fort, malheureusement, toutes ces personnalités assumaient de fonctions d'État. Lumumba, Premier ministre. Maurice Mpolo était député. Joseph Okito, sénateur. Jean-Pierre était gouverneur de la province, l'ancienne province orientale. Il y avait Christophe Muzungu qui était secrétaire d'État chargé de la province, administrateur chargé de la sécurité. Vous prenez Pierre Elenguesa, il était conseiller spécial à la présidence du Conseil du Congo. Camille Nyangara, commissaire des districts de Haut-Ouélé. Emmanuel Nzouzi, secrétaire de la jeunesse, en charge de la jeunesse. Vous avez Joseph Mbouyi, ministre de la classe moyenne. Vous avez Jacques Fataki, commandant de la gendarmerie. C'est-à-dire que toutes ces personnalités étaient effectivement des agents publics de l'État. Après cet assassinat, nous avons eu d'autres gens qui ont été assassinés. Nous avons Kimba, Bamba, Mahamba, Anani, qui étaient aussi, pour la plupart, de hauts fonctionnaires de l'État, des agents publics de l'État, et fort malheureusement, eux aussi ont été assassinés, mais cette fois-là en 1966. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que les intérêts politiques ont tendance à marcher sur les intérêts de l'État, et les gens profitant de cette réalité cherchent à éliminer certains compatriotes au nom et pour l'intérêt des animateurs des institutions ou sinon de la présidence de la République. On crée une histoire, on vous présente un fait, on vous dit voilà, ces gens ont attenté à la vie de la personne du président et donc on doit le mettre de côté. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend, profitant de la faiblesse de l'administration ou de loi, il y a des gens qui ont été assassinés dans ce pays et fort malheureusement on en parle de moins en moins. La question que nous devons tous nous poser en ces moments précis, est-ce que les choses ont-elles changé? Oui ou non? Je vous donne plusieurs cas. Aujourd'hui, au Congo, nous avons certaines personnes qui sont poursuivies par la justice, justement parce qu'on considère qu'ils ont attenté à la vie de la personne du président de la République ou carrément des institutions. Nous tous, nous avons assisté à un phénomène il n'y a pas longtemps, avec le conseiller spécial en matière de sécurité de M. Félix Tshisekedi. On nous a dit qu'il aurait attenté à la vie de M. Félix Tshisekedi, et fort malheureusement, le dossier ayant évolué, aujourd'hui on nous apprend c'était atteinte à la sûreté de l'État, qu'il aurait préparé ou créé un site de formation des militaires pour créer la désolation au niveau du pays. Il était au niveau de l'ANER, aujourd'hui il est au niveau de la prison. Pourquoi avons-nous pris cet exemple? C'est justement parce que c'est dans le même contexte que ce qui s'était fait en 1966 et c'est ce que nous fustigeons. Comment peut-on expliquer? Vous arrêtez un conseiller spécial sur des questions sécuritaires de la personne du président de la République, c'est-à-dire la plaque tournante de service des renseignements, le chef du Conseil national de sécurité, pour un dossier assez précis. Fort malheureusement, on change de dossier et au moment où nous parlons, il y a une dame, colonel Lili, qui est aujourd'hui en prison justement parce que dans le site où elle a l'influence, parce qu'elle est chargée de tout Mongafula,
dans ces sites-là, on a trouvé un souciate dans la concession de la femme de M. François Béa. Devons-nous prendre au sérieux cette réalité? Ne pouvons-nous pas réfléchir sur les velléités? Avec le temps, on saura qu'effectivement, il y a un problème, un dessous des cartes. Vous apprendrez par la suite que ça n'a rien à voir avec la question sécuritaire, c'est un problème de conflit d'intérêts. Il y a quelqu'un au niveau des institutions qui est en connivence avec le Rwanda, qui veut travailler dans le sens de neutraliser tous les techniciens au niveau des institutions, justement pour fragiliser nos institutions. Et je pense qu'il est temps que nous puissions déjà en parler. Ce que nous voulons dire par rapport à ces sujets, c'est justement nous dire, c'est-à-dire nous voulons faire comprendre à l'opinion qu'au regard de ce qu'il y a aujourd'hui, nous craignons que nous retombions dans la même situation de 1966. On a accusé Kimba, Bamba, Mahamba, Nani des tentatives de coup d'État. Ils ont été pendus. L'ironie de l'histoire, la personne qui avait signé le premier acte, c'était M. Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, nous avons M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est président de la République. Nous craignons que l'histoire se répète. On doit éviter de sacrifier les techniciens justement pour plaire aux humeurs politiques. Donc, c'était ça, au fait, cette partie qui consistait à rétablir l'histoire et à éclairer notre opinion par rapport à ce qui s'est fait en rapport avec le dossier François Béa, en rapport avec le dossier de ses collaborateurs, en rapport avec les dossiers de... bon, je ne citerai pas M. Vital Kamerhe, mais il y en a autant de dossiers en rapport avec tous ceux qui sont aujourd'hui en justice, justement pour plaire aux humeurs de personnes. Je prends le cas ici de M. Barnabé Ouimana. Lui aussi a été arrêté. Justement, le fait d'avoir fait une déclaration dans le sens, bon, d'après l'interprétation des juges, fort malheureusement, ils ne m'ont pas convaincu, dans le sens de dire que ces gens avaient l'intention de déstabiliser les institutions ou d'abattre la personne de M. Félix Tshisekedi en disant « Akoli Angouma ». Je ne sais pas si les Équatoriens sont là ou les spécialistes en Lingala, si réellement ça veut dire qu'il va être tué. Et fort malheureusement, il a été condamné. Après ça, nous constatons tous qu'il y avait une ordonnance graciant certaines personnalités, certaines personnes. Fort malheureusement, cette ordonnance aujourd'hui n'a même pas la valeur d'une ordonnance médicale parce qu'elle n'est pas jusque-là appliquée. Je crois que par rapport à cet aspect des choses, nous pouvons nous arrêter là et nous entrons maintenant dans notre sujet tel que cela a été annoncé. Comme vous le savez, nous avons tenté d'ajouter tous ces éléments justement pour compléter notre ami. Oui, pour ces jours, comme l'a dit le modérateur ainsi que notre ami Samson, notre thème c'est justice, paix, travail à l'épreuve de la mauvaise gouvernance. Vous l'avez certainement compris que nous avons insisté sur la justice et nous allons insister sur la paix et le travail. D'ailleurs, notre ami est revenu là-dessus. C'est votre devise. Justice, paix, travail. C'est un triptyque. Il y a là 3 dimensions dans cette philosophie. Ça résume en réalité toute la vision que s'est fait l'État. Justice, c'est une conditionnalité pour que nous ayons la paix. Paix, c'est une conditionnalité pour que nous arrivions effectivement à développer le travail et à rechercher le mieux-être. Lorsque nous disons à l'épreuve de la mauvaise gouvernance, nous voulons tout simplement dire que dès lors que nous nous sommes fixés ces 3 objectifs essentiels de notre société et qu'au niveau de l'autre côté, il y a certains impondérables ou certaines réalités de gouvernance qui nous empêchent d'atteindre ces 3 objectifs, naturellement, la population ne peut pas connaître son mieux-être. Le sous-thème retenu en ce qui nous concerne fait
et incidence de politiques contradictoires face aux enjeux socio-économiques. Premièrement, M. Félix Tshisekedi accède au pouvoir par de voies scabreuses. Nous le savons tous, qu'il a été kabylocratiquement élu, et cela reste incontestable. Fort malheureusement, dans sa gouvernance, il nous a amené une gouvernance polluée, manque d'organisation et de coordination, manque de vision cohérente, ce qui nous a conduit inéluctablement à un dysfonctionnement systémique voulu. Et devant cette réalité, nous nous sommes rendus compte que cela ne résultait pas que de la volonté, mais de l'absence de la capacité, nous dirons mieux, de la capacité à orienter des choses pour que nous atteignions le mieux-être pour tous. Il a commencé par ce fameux programme de 100 jours. Et je crois que vous l'avez tous. Ce programme, déjà dans sa conception, démontrait un caractère criminel, non seulement des objectifs, mais surtout de la finalité. Dans ce fameux programme, il y avait déjà un problème d'évaluation. Parce que, comme vous le savez, dans la conception de programmes comme de projets, il y a 4 niveaux d'évaluation. Il y a l'évaluation que l'on appelle l'évaluation ex ante, une évaluation qui s'est faite avant l'opérationnalisation. Il y a encore une autre évaluation, l'évaluation ex tempore, qui s'est faite à mi-parcours. Il y a l'évaluation finale qui s'est faite à la fin du projet et l'évaluation ex post qui s'est faite après la fin du projet. Pour chaque évaluation, on cherche justement à donner des orientations par rapport à la gouvernance. Dans l'évaluation ex ante, on cherche à évaluer le coût du projet avant le lancement. Parce que, comme vous le savez, dans la conception de projet ou de programme, il y a des phases. Tout part par la conception. Et après l'élaboration, pour que nous entrons effectivement à l'évaluation. C'est lui qui commet des erreurs au niveau de la conception, au niveau de l'élaboration et au niveau de l'évaluation ex ante est déjà prédisposé à échouer. M. Félix Tshisekedi, au regard de ses programmes, était prédestiné à échouer. Tout économiste est sérieux, surtout économiste et de développement, sait pertinemment bien que ce programme ne pouvait pas atteindre ses objectifs, justement parce qu'il y avait des incohérences. Dans ces programmes, il avait présenté, je peux vous renvoyer au premier tableau, tableau synthèse. Vous avez la troisième colonne, ou sinon la deuxième colonne titrée « Montant total ». Le total général, c'est 488 145 106 $. C'est ça le montant global, tel que présenté dans le tableau synthèse. Et dans ce programme, il y avait des rubriques. Route, on a réparti en deux, office de route, office de voirie et drainage. Il y a un sous-total. Après, il y a la santé, éducation, habitat, énergie, électricité et eau comme des sous-points, emploi, transport, agriculture, pêche et élevage. Et puis, il y avait autres actions sectorielles. Voyez-vous? Dans ces tableaux, lorsque vous prenez la répartition, vous vous rendez compte que le total, le sous-total pour le route, était estimé à 240 338 329 $. Et lorsque vous allez parcourir les fameux projets, vous allez vous rendre compte qu'il s'agissait de la réhabilitation de routes en terre, des routes bitumées, la réparation et la construction de ponts. Il y avait les sauts de moutons au nombre de 10. Il y avait le déploiement, la réparation et le déploiement de bacs
Et fort malheureusement, on ne parle pas assez. Et pourtant, il s'agissait pratiquement de 240 millions. Donc, il y avait d'autres rubriques comme ça qui restent méconnues par notre peuple. Nous pouvons vous envoyer au niveau de la santé, page 54. Il y avait certains centres de santé à parachever qui ont vu leurs travaux commencer à l'époque de M. Matata Ponyo. Il y avait des hôpitaux à finaliser et à achever. Si vous prenez le total, ça vous fait pratiquement dans les 120 hôpitaux qui devaient être finalisés ou achevés. Fort, malheureusement, on n'en parle pas. Alors que le coût global du domaine de la santé était estimé à 46 millions de dollars. Vous prenez l'éducation. 139 écoles à parachever, à construire, à réhabiliter. 139 écoles. Écoles à parachever, 119. Les écoles construites par M. Matata, fort malheureusement. Mais ce qu'on nous dit que les nouvelles écoles, là, les écoles prévues par M. Félix Tshisekedi, pour les transports, 65 600 000. Ce qui est surprenant, on devait moderniser le port de Kalemi. Ça n'a jamais été fait. 65 millions. Les études de faisabilité, 600 000 pour le port du Sud Kivu. Ça n'a jamais été réalisé. L'agriculture, fort malheureusement pour M. Félix, c'est que l'agriculture veut dire la production de poissons dans le Sud Kivu. 774 000. Page 75. Les autres secteurs, lorsque vous lisez dans les autres secteurs, il y avait la libération et tout ça, l'octroi des passeports et tout ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de substantiel. Mais il y a un tableau que M. Félix Tshisekedi et son association n'ont pas voulu intégrer. Page 66. Construction d'une centrale électrique à gaz à Mwanda, Congo central, par Perenco, REP, Sarle. Regardez ces tableaux, c'est 180 millions de dollars. Ça n'a jamais été intégré dans les tableaux synthèse. Après, il y a d'autres tableaux, justement pour faciliter le transport de la production électrique. Ça n'a jamais été intégré dans le tableau synthèse. Fort malheureusement, l'argent était disponible au regard des informations fournies par M. Félix Tshisekedi lui-même. Aujourd'hui, nous avons un procès que vous identifiez comme procès 100 jours. Dites-moi, au regard de ces statistiques, y a-t-il eu un procès de 100 jours? Nous disons non, ce qui veut dire que ce qu'on vous vend là, c'est du vent. Et voilà, M. Félix Tshisekedi ne s'arrête pas là. Il vous amène à un autre programme. Ces fameux programmes des 145 territoires. Chers amis, nous avons voulu vous les donner pour que vous ayez la même aperçu que nous, pour que vous sachiez qu'effectivement ce programme a un caractère criminel. Et cela mettra en mal l'avenir de toute une nation. M. Félix Tshisekedi vous dit dans son programme, déjà, c'est lui qui l'a préfacé, il vous dit que c'est son initiative. Il vous dit que l'option a été levée justement pour booster l'économie, le développement à la base. Il vous dit que c'est une innovation. Mais je voudrais justement vous dire qu'il y a des lois, nous avons des lois ici. La loi organique numéro 08/012 du 30 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province. Deuxième loi, loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition,
organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces. Dites-moi, est-ce le programme des 145 jours peut-il être une innovation? Lorsque nous savons tous qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui consacrent le régionalisme constitutionnel dont le maître mot reste la décentralisation? Qui ne sait pas que les entités territoriales décentralisées ont une autonomie de gestion et une autonomie financière? Qui ne sait pas que l'État a fractionné les compétences en deux en laissant une partie de compétences au gouvernement central, une autre partie au gouvernement provincial? Au-delà des gouvernements provinciaux, il y a les entités territoriales décentralisées qui ne sont pas à confondre avec les entités déconcentrées. D'après l'esprit de la Constitution, un administrateur du territoire est gestionnaire d'une entité déconcentrée. Et au regard des dispositions pertinentes de la Constitution, il n'a pas le pouvoir ou sinon la capacité d'initier des programmes de développement. M. Félix Tshisekedi vous présente un programme qui viole votre propre constitution, qui viole les lois précitées. Et les gens préfèrent l'applaudir. On vous dit qu'il veut donner l'impulsion au développement de provinces. Je voudrais nous renvoyer à la page 40. La page 40 vous donne le cadre organique et fonctionnel pour la mise en œuvre de ces fameux programmes que nous qualifions de torchons. Dans ces programmes, il y a 5 niveaux et il y a des structures d'appui. Premier niveau, pilotage politique, constitué de M. Félix Tshisekedi et de gouverneurs. Deuxième niveau, pilotage stratégique, constitué du Premier ministre et de ministres sectoriels. Troisième niveau, constitué, c'est-à-dire la coordination opérationnelle, constitué du ministre du Plan et le ministre sectoriel. Quatrième niveau, constitué du comité technique constitué de secrétariat technique. Cinquième niveau, comité provincial et territorial de suivi. Et vous savez où est-ce qu'on a placé les administrateurs du territoire? C'est là. Toutes les décisions sont prises au niveau de Kinshasa. Toutes les décisions. C'est M. Félix Tshisekedi qui en est l'initiateur. C'est lui qui donne l'orientation politique. Il renvoie à son Premier ministre. Et lui, avec le ministre sectoriel, font tout, ce qu'ils font semblant là. Et ils envoient à la coordination des opérations, là où il y a les ministres nationaux. Et après, il y a un secrétariat technique qui est constitué essentiellement de personnes que eux-mêmes vont se choisir. Il y a d'autres éléments d'information à côté. Et les administrateurs du territoire sont là justement pour voir ce qui s'est fait. Dites-moi, en quoi cela peut-il être donner l'impulsion du développement à la base? Qui ne sait pas qu'on ne développe pas un peuple? On aide un peuple à se développer. Et fort malheureusement, les provinces ne sont pas réellement impliquées. Et l'enveloppe est de combien? De 1,660 milliard de dollars. Ce qui est surprenant. Le coût des opérations est estimé à 1,450 milliard pour les territoires. Parce que, comme vous le savez, nous avons 145 territoires. Sur les 145 territoires, chaque territoire aurait droit à 10 millions de dollars. Ça vous fait 1,450 milliard de dollars. Mais pour ces gens ici, qui ont déjà des fonctions,
qui ont déjà un budget de fonctionnement, budget d'installation et tout ça, on leur prévoit 210 millions de dollars. N'est-ce pas que ça a un caractère criminel? Ça représente plus de 12%. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend, même si ils n'avaient pas l'intention de détourner l'argent dans les 1,450 milliard, le fait seulement qu'ils ont créé eux-mêmes des stimulus avec 210 millions de dollars à répartir entre ces gens qui sont déjà excessivement payés, les provinces n'auront même pas le montant décaissé par ces gens ici qui auront la charge de mettre en œuvre ces fameux programmes. Ils vont construire des écoles. Ils vont réhabiliter les routes à dessert agricole. Ils vont construire les hôpitaux. C'est bien. Si on peut considérer ça comme des indices de développement, c'est bien. Mais lorsque vous allez aux articles 202, 203, 204, il y a séparation du pouvoir et les compétences dévolues, les compétences relatives à la construction de routes des dessertes agricoles, aux écoles, aux hôpitaux, à l'agriculture, sont des compétences exclusives des provinces. Exclusives des provinces. Seules les provinces ont le droit d'initier ces genres de programmes. Et en réalité, au regard de la charpente institutionnelle, sur les 100% des recettes à caractère national, 40% sont reconnus aux provinces, 10% pour caisse de péréquation, 50% pour le gouvernement central. Pour les 40%, 15% pour les entités territoriales décentralisées, 25% pour les provinces. Les routes à intérêt national sont construites par le gouvernement dans son budget d'investissement. Les routes à intérêt provincial et certaines routes des dessertes agricoles sont de compétences de province et les routes des dessertes agricoles proprement dites sont des compétences des entités territoriales décentralisées. Est-ce une innovation ou une violation flagrante de la Constitution? Comment M. Félix Séké peut se permettre de désorienter la vision de l'État et d'être applaudi par les Congolais? N'est-ce pas que la Constitution, c'est un pacte social? N'est-ce pas que nous avons cédé une partie de notre liberté à cette Constitution? Qui a donné à M. Félix Séké le pouvoir de décider en lieu et place du Constituant? Qui? Mais voilà, les gens applaudissent. Voilà pourquoi nous sommes résolus d'expliquer à notre peuple les caractères criminels de ce que M. Félix Séké et son association font. Nous prenons le risque de vous le dire. Nous l'avons fait pour le programme de 100 jours. Personne ne nous croyait. Mais on nous a renvoyés dans des procès. Ce qui veut dire que là, ce sont des problèmes. Prenons juste un autre élément. Posez-vous la question. M. Félix Séké était chez les Arabes, à l'Émirat. N'est-ce pas qu'il vous a dit qu'il allait amener les chars de combat et $1 milliard? Où en sommes-nous? Qui se pose la question de clauses telles qu'elles retenues dans cet accord? On vous donne des chars de combat ou des chars, on vous donne $1 milliard, en contrepartie, on devait donner quoi? Et pourquoi cela n'est-il pas arrivé? N'est-ce pas? Probablement que M. Félix Séké n'a pas respecté ses engagements. En regardant l'économie de ces pays, nous comprenons que ces gens cherchent de l'or. Le fait seulement qu'ils sont dans la diversification de leur économie, c'est un pays essentiellement pétrolier, ils ont besoin de l'or justement pour prévenir les dépenses futures et leur économie parce que le pétrole, ce sont des matières épuisables. Ils ont besoin de l'or qui ne tarit presque pas. M. Félix Séké certainement a promis de donner de l'or. La grande quantité de l'or, on le trouve dans Ituri. Dans cette zone, il y a beaucoup d'or. Les concessions appartenaient essentiellement à la société Sokimo, qui a cédé à certains particuliers. Sokimo avait pratiquement 30% des recettes qui lui restaient. Ils ont bradé
ces ressources-là. Et M. Félix Tshisekedi, certainement qu'il croyait sur ça. Il pensait qu'au regard de l'exploitation là-bas, il pouvait séduire ces Arabes pour venir, n'est-ce pas, nous doter tout ce que lui considérait comme des essentiels. Fort malheureusement, cela n'a pas été fait. Qui nous dit que M. Félix Tshisekedi n'a pas été surpris de constater que ses acolytes ont tout vendu? Ce sont là des réalités. Voilà pourquoi nous disons, nous, les BAT, parti en gestation, nous voulons inviter tout notre peuple, partout où vous vous trouvez, diaspora, ici, partout ailleurs, nous vous prions de nous rejoindre pour que nous créions effectivement ces partis qui viendra imposer la bonne gouvernance. Imposer la bonne gouvernance. Parce que ce qui est vrai, aujourd'hui les militaires n'ont pas détenu. Nous apprenons que le camp Kokola a été vendu. Nous apprenons que toutes nos ressources qui restaient ont été bradées. Nous apprenons que cette famille Tshisekedi Ouidepes devient de plus en plus riche et de manière insolente, alors que notre peuple croupit dans la misère. Chers Congolais, nous vous invitons de nous rejoindre. Venez nombreux pour que nous créions le rapport de force afin que la majorité de notre peuple ait le courage de définir son destin sans craindre, encore moins, nous devons arriver à dompter la peur pour que nous arrivions à orienter les choses pour le mieux-être de tous. Les BAT veut dire lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Et d'ailleurs, pour conclure, rien ne nous indique pas que M. François Beya aujourd'hui est crucifié du fait d'avoir fait le rapport de force avec un groupe mafieux qui ont voulu brader les ressources nationales, qui ont préjudicié M. Félix Tshisekedi d'atteindre son propre objectif. Je crois qu'il est là pour ça. Et voilà pourquoi nous demandons à la justice de bien faire son travail, de ne pas crucifier le Congolais, et nous demandons à toute la classe politique de développer l'idée de servir le peuple et rien que le peuple. Merci beaucoup pour votre attention. Après, on va suivre l'exposé de Mme Odia pour quelques minutes seulement. Premièrement, nous avons fait une proposition claire. Gouverner autrement en bien. Nous considérons pour notre part que le parti existe premièrement dans sa dimension sociologique pour légaliser sa démarche. Entre l'existence d'un parti et son agrément, ce qui vient après, c'est d'abord l'existence. Parce qu'on ne peut pas agréer quelque chose qui n'existe pas. Et d'après l'esprit, que ce soit de la Constitution et même de la loi portant, la loi relative aux partis politiques, il faut d'abord avoir des membres pour exister. Ce qui fait que les législateurs ont voulu à ce que les statuts des partis soient signés par des membres fondateurs, et ces membres doivent tenir compte de la représentation nationale. Ce qui veut dire quoi en clair? La légalisation n'intervient qu'après. Prenons alors la position de nos amis, bien que de l'axe du mal, nos amis de l'union dite sacrée. N'est-ce pas que nos amis interviennent aussi au nom et pour le camp de l'union sacrée? Est-ce que l'union sacrée existe sur le plan textuel? Non. Voyez-vous? C'est-à-dire que la dimension sociologique a toujours été prise en considération avant l'existence juridique. Ici, nous avons dit que nous sommes un parti en gestation. Ce que nous faisons, c'est justement pour appeler le Congolais à nous rejoindre, pour qu'ensemble, nous créions le parti. Donc, ce qui veut dire, sur le plan sociologique et même sur le plan anthropologique, nous avons le droit d'exister avant la reconnaissance légale. La question sur la proposition. Vous savez, la proposition par excellence
c'est la Constitution et les lois. Pourquoi chaque fois lorsque nous critiquons le pouvoir de M. Félix Tshisekedi, on a tendance à nous dire, vous critiquez, mais jamais vous ne faites de propositions. Ce n'est pas le cas de notre frère Chako, mais c'est ce que nous entendons souvent. Mais les gens semblent oublier. Il y a des référentiels de gouvernance. Lorsque la loi vous dit, le pouvoir du président commence ici et s'arrête là, c'est une proposition, mais aussi un impératif. Ne nous demandez pas de proposer à M. Félix Tshisekedi d'apprendre comment gouverner le pays. Alors qu'il y a des lois qui existent. Il y a une constitution qui a été acceptée par près de 16 millions de personnes. Et à chaque fois que l'on fait une critique, il y a une proposition. Toujours une proposition. On confronte ce qui s'est fait par rapport au référentiel. C'est déjà une proposition. Le souci ou l'idée qui nous a poussé à citer M. François Béa, c'est justement parce que nous voulons faire une similitude entre ce qui s'est fait et ce qui s'est fait aujourd'hui. M. François Béa a travaillé avec M. Félix Tshisekedi. Si nous étions à l'époque où M. Félix Tshisekedi était opposant, on devait en principe le considérer comme l'acte du mal. Mais cela ne nous empêchera pas de défendre, parce que nous ne défendons pas la personne, mais les principes. Lorsque nous disons que M. Kamere n'était pas innocent, mais il a été mal jugé, on a été mal compris. Aujourd'hui, apparemment, tout le monde nous donne raison. Nous voulons que la justice fasse son travail. On n'a pas demandé que celui-ci soit acquitté. On a demandé à ce qu'il soit bien jugé. Pour ne pas retomber dans ce qui a été fait en 1961, en 1966. C'était ça, en fait, notre idée. Par rapport à notre procédé, ou sinon à l'algorithme que nous préconisons, nous, les BAT, nous considérons pour notre part que tout doit commencer par la révolution. Il faut qu'il y ait révolution. Deuxième étape, on doit convoquer un congrès fondateur. Après la convocation du congrès fondateur, on doit présenter un nouveau paradigme qui aura comme socle le pacte de la Troisième République, de la Quatrième République, pardon. C'est ce qu'on va appeler la constitution de la Quatrième République. Quatrième étape, on doit convoquer l'électorat après référendum pour que nous ayons les acteurs de développement. Cinquième étape, on doit coucher sur papier un plan de développement qui va au-delà des 30 ans. C'est ça les BAT. C'est-à-dire que ceux qui viendront chez nous ou avec nous doivent savoir que nous sommes là dans l'idée de donner des orientations au pays pour que nous enclenchions le développement. Nous sommes estimés à plus de 105 millions d'habitants, avec un accroissement démographique estimé à 3%, soit 3 millions de personnes qui s'ajoutent chaque année. Déjà là, nous sommes incapables de desservir en eau potable, alors que la demande s'accroît de manière exponentielle. D'ici 2030, on peut totaliser dans les 250 000 personnes, avec un pouvoir aussi faible, millions. Avec un pouvoir aussi faible, nous n'arriverons pas. Il faut poser les jalons, et je crois que ça serait l'idéal pour tout le monde. Avant de passer la parole à Mme Odia, nous voulons préciser ceci. Mme Odia n'est pas membre de l'EBAT. Voyez-vous, elle a été invitée, je dirais même comme consultante. Et parmi la crème intellectuelle, surtout en matière de droit, et je crois que l'EBAT l'a adoptée en tant que telle. Elle n'est pas membre de notre organisation, elle est là comme consultante. Voilà. Il faut commencer par dire que la Constitution de notre pays organise en son article 5 que le peuple est souverain. Dire que le pouvoir émane de lui. Il l'exerce directement ou indirectement. Directement par la voie de l'urne, indirectement par ses représentants. C'est en ce moment-là que son pouvoir s'éclate en des pouvoirs. La nuance entre le pouvoir au singulier et les pouvoirs au pluriel. Et parmi les pouvoirs, il y a le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Nous entendons tous parler de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Pourquoi ? Parce que c'est ce pouvoir qui est censé départager des protagonistes, aussi bien au niveau de l'exécutif, là, qu'au niveau du législatif et dans la vie commune, quand les partis ne peuvent pas se mettre d'accord sur un différend qui les oppose,
ils sont supposés aller devant une troisième personne pour que celle-ci les départage. Et cette troisième personne ici, c'est le pouvoir. Ça rejoint même ce que dit, n'est-ce pas, la Bible, que quand deux personnes ne s'entendent pas, il faudrait qu'il y ait une troisième personne pour l'aider à trouver la solution à leurs différends. Mais ici, la nuance, c'est que s'il y a des lois qui organisent de quelle manière le pouvoir judiciaire intervient pour que son intervention apporte plus de paix sociale que l'inverse. Mais non. Quand on parle de cette indépendance, c'est notamment pour que ça serve à cela. Et quand la justice n'intervient plus pour apporter la paix sociale, mais plutôt pour troubler la quiétude et compromettre le vivre ensemble collectif des citoyens, là, ça devient un problème. C'est même l'essentiel de notre intervention en ce jour. Différents procès que nous avions connus ici, dans notre pays, puisque notre analyse, elle s'est faite à ces jours, nous allons parler de cet appareil judiciaire depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi, encore que ça marque le début d'une alternance politique dans notre pays et la passation civilisée du pouvoir. L'esprit des Congolais ou le souci des Congolais devrait être celui de voir la justice venir régler le problème de société, mais il se fait que vous et nous, tout le monde, constatons que la justice ne vient pas apporter la solution au problème. Et essentiellement pour deux raisons. La première, c'est parce que la justice est mal utilisée. Vous entendrez les gens dire état de droit. État de droit veut dire pour cela que tout différend doit être porté devant les instances judiciaires. C'est pour nous une mauvaise utilisation de la justice, parce que ne peut aller devant la justice que des personnes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un différend qui les oppose, aussi bien en matière civile qu'en matière pénale. Nous assistons très souvent, même dans nos maisons, des combats ou des bagarres entre deux personnes, un cas de vol, un cas même d'accident, mais il nous arrive de proposer à la victime d'accepter une réparation pour remédier à la situation. Vous allez vous rendre compte que très souvent, ces solutions-là, qui échappent à la justice, amènent plus de paix sociale que l'intervention de la justice. Parce qu'à chaque fois recourir à la justice, vous vous rendrez compte que chaque partie perd quelque chose. Si ce n'est pas l'argent, c'est le temps, c'est la raison, parce qu'il y a aussi des cas où vous avez raison, vous saisissez la justice et elle dit que vous avez tort. Tandis que, et c'est ainsi que vous voyez même qu'à ce jour, l'arbitrage prend de plus en plus de l'ampleur parce que les avocats, ils préfèrent encore conseiller utilement leurs clients de sorte à apporter la solution à leurs problèmes plutôt que forcément d'aller en justice, surtout dans ces circonstances où on déplore encore la qualité de nos magistrats, on déplore le fait que nos lois ne sont pas assez adaptées aux réalités du moment, parce qu'une loi, elle vient pour régler, n'est-ce pas, le problème des sociétés. Nous devons, après son adoption, observer comment la société réagit avec cette loi et voir si dans le long terme, il faut la modifier ou ne pas la modifier. Mais à ce jour, beaucoup de nos lois qui ne cadrent plus avec la réalité congolaise, elles sont appliquées. La conséquence, c'est qu'elles ne peuvent pas apporter la solution aux problèmes de société, elles en créent. Maintenant, l'insensibilité du pouvoir public fait que le vivre ensemble collectif est compromis. La dernière fois, nous avons suivi à l'Assemblée nationale, à la plénière d'ouverture de la présente session, où il a été constaté noir sur blanc qu'il y a plus de propositions de loi que de projets de loi. Ce sont essentiellement des lois politiques, celles qui sont proposées par les députés. Le projet de loi, ce sont des lois qui viennent du gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement est en contact avec la population, il sait comprendre les difficultés ça et là qui doivent être portées par des nouvelles lois. Mais l'Assemblée nationale, autant que le peuple a remarqué que les gouvernements ne travaillent pas.
Et on ne peut pas dans ces circonstances chaque fois privilégier l'instance judiciaire tout en sachant que ça n'apportera pas la solution aux problèmes des Congolais. Le deuxième élément, c'est la politisation de cet appareil judiciaire. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui dirigent ont une mauvaise conception de l'appareil judiciaire. Il est de questions purement politiques, des questions purement administratives. Mais vous le verrez, saisir les instances judiciaires. Or, quand on saisit les instances judiciaires, ça veut dire que c'est l'État. Voyez-vous, vous êtes dans des circonstances où les magistrats sont payés par l'État, ils sont nommés par l'État, ils sont entretenus par l'État. Ils viennent à être saisis par l'État. Comment voulez-vous que la personne poursuivie trouve gain des causes? Tout cela pour nous, c'est que les gouvernants n'ont pas la bonne compréhension de ce que c'est l'appareil judiciaire. C'est ainsi qu'on a assisté à des procès comme des procès 100 jours. J'abonde dans le même sens que le président Bologna, celui de dire qu'il ne devait, j'ai quand même oublié la phrase, mais celui de dire que la justice devait être faite, mais qu'il devait être bien jugé. Moi, je vais encore beaucoup plus en disant qu'il fallait que des réponses aux préoccupations des Congolais soient d'abord apportées, parce que la saisine de l'instance judiciaire là a empêché aux Congolais de continuer à poser des questions sur la destination des fonds décaissés dans le cadre du projet 100 jours. Aujourd'hui, quand le Congolais se demande, mais où sont les écoles qui devaient être construites? Où sont les hôpitaux qui devaient être construits, les passerelles? La réponse est de dire, le procès est en cours. Alors que ça, ce n'est pas la réponse à la question des Congolais. On a vu dans tous les autres procès tels qu'ils se sont déroulés, le procès de Ferdinand Kambere, c'est pratiquement un procès qui n'a pas rassuré. On ne peut pas, dans un différend de bagarre, quelqu'un qui vient se plaindre, d'ailleurs c'est lui qui est venu se plaindre, c'est lui et son dossier n'a pas été ouvert, c'est le dossier de l'autre qui a été ouvert, et finalement, il s'est passé qu'est-ce qui se passe? Les partis qui n'ont pas fait des confrontations, mais le ministère public vient aggraver le sort du prévenu. On parle de la peine de mort, on parle de l'infraction de coups et blessures pour la tentative de meurtre. Donc, ces deux raisons-là, elles sont majeures, qui ont fait perdre à ce jour à l'appareil judiciaire congolais son sens et son efficacité. Donc la mauvaise utilisation et sa politisation. C'est ainsi que nous, au niveau de CEDUC, nous interpellons le pouvoir public à remettre l'appareil judiciaire dans ses missions classiques, celle d'apporter la solution au moment où les partis n'ont pas réussi à se mettre d'accord, celle d'être saisis au moment où le pouvoir a déjà répondu politiquement et administrativement aux questions du peuple congolais, sans que la justice ne soit utilisée que pour jeter la poudre aux yeux des citoyens congolais. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je crois que nous autres qui sommes nés à l'Équateur, nous n'avons pas de dictionnaire là-bas. Nous n'avons pas de dictionnaire et nous les avons découverts ici, à Kinshasa, ou sinon à l'école. La révolution, en réalité, c'est ces changements brusques. Mais on vise quoi dans la révolution? L'amélioration de conditions. Si nous pouvons entrer dans l'esprit du constituant, le constituant a donné la possibilité au peuple souverain d'enclencher une révolution politique dans le but de rétablir les équilibres. C'est ça l'esprit du constituant. Au-delà de toute considération d'ordre juridique, c'est ça l'esprit du constituant. On considère le peuple comme souverain. Deuxièmement, on considère l'institution comme un ensemble de principes. Lorsque les animateurs, c'est là où il y a la confusion
dans la plupart des cas. Lorsque les animateurs se comportent en délinquants ou en déviants, la révolution vient pour rétablir les équilibres conformément à la loi. Voilà pourquoi le Constitution a prévu l'article 64. Comment voulez-vous, on considère la personne qui assume la fonction du président comme président de la République, chef de l'État. Au même moment, la Constitution prévoit les mécanismes pour les sanctionner. Justement parce que dans la dimension anthropologique, dans la dimension sociétale, sociologique de l'État, on fait un distinguo entre la personne du président et l'institution président de la République. Parce que l'institution président de la République ne peut pas détourner l'argent. Mais c'est l'animateur de l'institution président de la République qui peut le faire. Voilà pourquoi on a prévu cela. Nous sommes dans l'esprit de l'article 64, justement parce que nous considérons que nous sommes dans une sorte de déviation. Pourquoi nous préconisons? Comment procéder? Ce n'est pas à nous de fixer les mécanismes, d'autant plus que la Constitution ne les a pas fixés. Nous faisons appel à la population de se prendre en charge. Le président de la République, en tant qu'institution, doit être protégé, oui, par le mécanisme constitutionnel et légaux. Personne n'a le droit de s'attaquer à l'institution président de la République. Que ce soit le peuple, que ce soit le président, l'animateur de l'institution ou le président lui-même. Si on dit, le président de la République, yo zawana pona kotambwisa kosala zeke ba institution etambola malamu soki yo oke na déviationnisme okomi composer ba acte en dehors de la loi, automatiquement l'État, si pas l'État institution mais l'État collectivité, a le droit de vous ramener à l'ordre. Voilà pourquoi il y a la Cour constitutionnelle comme juge naturel sur les questions pénales. Nous vend du vent en nous disant qu'il est venu pour les changements. Il critique la gouvernance de Kabila. Par accident, il devient président de la République. Je parle de Mme Odia qui est de la société civile, mais nous le disons. Mais au même moment, son pouvoir a bradé notre patrimoine en cédant aux Kenyans tout ce que nous avons dans la banque BCDC. Est-ce que vous m'avez compris? Nous étions actionnaires dans une banque. Vos institutions, ou mieux, les animateurs des institutions, ont bradé. Pourquoi? Parce que M. Félix Tshisekedi est en odeur de sainteté avec le Kenya. Il a bradé le BCDC. Aujourd'hui, nous ne savons même pas combien nous allons gagner. Parce que 100% de nos parts ont été cédés à cette banque. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je peux vous donner des références.